Que se passe-t-il pendant la sollicitation du système cardiovasculaire et pendant la course en particulier? Quels bénéfices santé en retirer? C'est ce que nous allons voir dans quelques instants. Bienvenue sur la chaîne du Vieux, je suis le Vieux. Je vous montre un petit instant où je suis. Donc en haut de la ligne de dune. Alors j'ai peur qu'il y ait un petit peu trop de vent pour que ça soit possible pour moi de rester. Alors je vous inflige un nouveau pinsomme avec tout d'abord des bases métaboliques. Au niveau du métabolisme de l'exercice cardiovasculaire, notamment lors de la course, il repose sur l'utilisation de l'énergie par le corps pour alimenter les muscles en mouvement. L'énergie provient principalement de la dégradation des macronutriments. Vous connaissez tous glucides, graisses et puis dans une moindre mesure les protéines. Lors d'une course, le corps commence par puiser dans les réserves de glucose disponibles sous forme de glycogène. C'est ce qu'on avait déjà vu lors du jeûne par exemple. Ce glycogène est stocké dans les muscles et le foie. Ce processus est rapide et efficace, ce qui explique pourquoi les efforts intenses ou de courte durée comme le sprint sont soutenus principalement par les glucides. Une fois que ces réserves de glycogène sont épuisées, le corps commence à puiser dans les graisses stockées, un processus plus lent mais offrant une source d'énergie quasi illimitée. La course en particulier fait appel au système aérobie pour maintenir une activité soutenue sur de longues périodes, ce qui signifie que le corps utilise principalement l'oxygène pour brûler les graisses et les glucides. Donc ce processus génère de l'ATP, adénosine triphosphate, la molécule énergétique de base, et produit de l'eau et du dioxyde de carbone. Voilà, un peu comme un moteur, comme sous-produit. Au fur et à mesure de l'intensification de la course, les muscles utilisent aussi une petite quantité d'énergie anaérobie, surtout en cas d'effort intense, ce qui va donner notamment, par exemple, les crampes. L'entraînement cardiovasculaire, en particulier la course régulière, entraîne une série d'adaptations métaboliques, telles que l'augmentation de la capacité des mitochondries. Alors les mitochondries sont les centrales énergétiques de la cellule, et donc à produire de l'énergie et une meilleure efficacité dans l'utilisation de l'oxygène. Cela mène à une augmentation de l'endurance et à une réduction de la consommation de glycogène pour les efforts prolongés, permettant au corps de mieux brûler, mieux utiliser les graisses comme carburant. Ainsi, les coureurs réguliers deviennent plus efficaces dans la gestion de leurs ressources énergétiques, ce qui ralentit l'apparition de la fatigue et améliore les performances à long terme. C'est tous ceux qui ont fait une activité physique un peu soutenue ou nécessitant un petit peu de cardio ont tous remarqué une augmentation relativement rapide des capacités. Donc c'est effectivement l'entraînement, et cet entraînement en fait il a des explications métaboliques carrément au niveau des cellules. L'exercice cardiovasculaire comme la course a un impact significatif sur le système cardio-respiratoire et sur l'ensemble de l'organisme. Il améliore les capacités du cœur à pomper le sang, augmentant ainsi le volume sanguin injecté à chaque battement de cœur, donc volume d'éjection systolique, et réduisant la fréquence cardiaque au repos. C'est-à-dire que sur le moment, effectivement, vous allez avoir une fréquence cardiaque augmentée, mais bon, pendant, je sais pas, la demi-heure ou l'heure, vous faites des efforts ou vous courez par exemple, mais après vous allez bénéficier pendant tout le restant de la journée d'une fréquence cardiaque diminuée. Ces adaptations favorisent une meilleure oxygénation des muscles et des organes. Le système vasculaire se renforce également avec une meilleure circulation sanguine et une diminution de la pression artérielle. À long terme, la course améliore la santé cardiaque en réduisant les risques de maladies cardiovasculaires, en régulant les niveaux de cholestérol et de glucose sanguin. Les vaisseaux sanguins deviennent plus souples et plus efficaces, ce qui réduit le risque de formation de caillots. D'un point de vue général, l'entraînement cardiovasculaire renforce également les muscles squelettiques, améliore la densité osseuse, ça notamment dans le cas de la course minimaliste. Ça c'est flagrant, notamment par exemple au niveau du pied, qui est
qui est le point de contact privilégié, surtout dans cette course, puisqu'il n'est pas renforcé par des chaussures qui le tiennent et qui font le boulot à sa place. Et ça aide aussi à maintenir un poids corporel sain. Il a aussi des effets bénéfiques sur le système nerveux, réduisant le stress et améliorant l'humeur grâce à la libération d'endorphines. C'est la sensation que les coureurs, même après, même un coureur modéré, mais qui va décider de courir sur 10 km, même à petite allure, 10 km, 15 km, tout petite allure, va commencer à avoir l'impression d'être, entre guillemets, sur son petit nuage. Les endorphines, ce sont des morphines endogènes qui sont libérées de façon naturelle à l'intérieur de l'organisme sur des efforts très longs. Alors pas forcément extrêmement soutenus, mais sur des efforts très longs. Pourquoi la course est-elle cruciale pour la santé? La course pratiquée de manière régulière et modérée offre des bénéfices globaux impressionnants pour la santé. Alors en plus d'améliorer l'endurance physique, elle va renforcer l'équilibre mental. Elle prévient de nombreuses maladies et peut même augmenter l'espérance de vie. Alors, j'ai demandé une synthèse de la littérature scientifique sur plusieurs bienfaits, les bienfaits principaux observés sur la santé globale des coureurs. Alors je vous la livre. On a déjà parlé du cœur. Santé cardiovasculaire, protéger son cœur. La course améliore l'élasticité des artères, régule la tension artérielle, réduisant aussi de manière significative les risques de maladies cardiovasculaires. Même une séance de 20 minutes par semaine peut commencer à avoir un effet tangible. La réduction des risques d'infarctus, d'AVC et d'hypertension en fait un pilier de la santé cardiovasculaire. Vous verrez ensuite, j'ai posé une question un peu iconoclaste aux IA, j'avais déjà la réponse. Et donc ça sera dans le fil de ce que je viens de vous dire. La circulation sanguine devient optimale, ou en tout cas s'améliore. Et ça fait également baisser le mauvais cholestérol, le LDL, low density, longévité et prévention des maladies chroniques. Ça, c'est le point numéro 2. Alors, c'est assez étonnant. Je pense qu'il y a il doit y avoir des cofacteurs. C'est-à-dire qu'en même temps, les coureurs réguliers, en même temps, on peut s'attendre à ce qu'ils prennent soin de leur santé, qu'ils aient un poids inférieur, etc. Bon, je ne sais pas si dans les études, ils ont isolé tous les facteurs pour ne retenir en facteurs variants que la course. Mais en tout cas, voilà ce qu'ils disent. Les coureurs réguliers vivent en moyenne 3 à 6 ans de plus. Donc c'est quand même énorme. Ils ont également moins de risques de souffrir de maladies chroniques telles que le diabète, les cancers et l'arthrose. La pratique de la course favorise un métabolisme global en meilleure santé, ce qui contribue à une longévité accrue et à un vieillissement en meilleure forme. Donc voilà, on est complètement dans les prérequis de ma chaîne, avec le but c'est pas de durer à tout prix, cloué sur un lit d'hôpital avec des perfusions, mais c'est de pouvoir être autonome, être en forme, profiter de la vie le plus longtemps possible, évidemment. Équilibre mental, gestion du stress. La course est un antidépresseur naturel. Elle libère des endorphines, ce qui aide à réduire le stress et améliore l'humeur. Bon, à tel point qu'effectivement, parfois, quand on est vraiment habitué, on a du mal à ne pas aller courir. En fait, je ne vais pas dire qu'on est en manque, c'est pas une drogue, mais dans le sens où il n'y a pas de manque physique, mais on sent qu'il va nous manquer quelque chose si on ne va pas courir. Alors ça peut aboutir à des situations où vous prenez votre kawaii pour aller sous une pluie battante, ou alors vous vous retrouvez dans une tempête de neige, des choses comme ça. Même 4-5 km, je ne parle pas d'aller faire de l'ultra trail ou des choses comme ça. Même quelques kilomètres, et on se sent bien en fait. C'est ça qu'il nous fallait. Donc oui, rôle clé dans la gestion du cortisol, l'hormone du stress. Courir en nature intensifie ses effets grâce à l'effet entre guillemets bain de forêt qui calme le système nerveux et apporte une sérénité immédiate. Donc oui, c'est clair qu'entre les barres d'immeubles ou en boucle sur un stade, comme j'ai pu le faire dans ma prime jeunesse, ça n'a pas du tout
le même impact, on n'est pas du tout dans le même état d'esprit qu'en pleine nature. Ça c'est absolument clair. Qualité du sommeil, dormir mieux pour se sentir bien. Une pratique régulière de la course améliore la qualité du sommeil, le rendant plus profond et plus stable. Le sommeil est essentiel pour la récupération du corps et du mental, pour renforcer l'immunité et maintenir un bon niveau de concentration. Les coureurs bénéficient d'une meilleure régulation de leur rythme circadien, donc leur rythme jour-nuit en relation avec les périodes de luminosité, etc. Vous avez, il y a une petite glande, une petite structure au niveau du cerveau, je crois, qui capte tout ça, notamment. Santé articulaire et osseuse, renforcer les fondations du corps. Contrairement à l'idée reçue, courir modérément, et peut-être surtout courir en course naturelle, en course minimaliste, ne nuit pas aux articulations mais les renforce. Alors, c'est tout le problème d'être dans une zone, dans la bonne zone de stress de votre corps. C'est-à-dire que dans la zone où vous le stressez suffisamment pour qu'il ait besoin de s'adapter, de se renforcer, mais que vous ne le stressiez pas au point qu'il y ait une blessure ou que cela dépasse ses capacités d'adaptation. La course simule la densité osseuse, ce qui aide à prévenir l'ostéoporose. Les risques de douleurs aux genoux sont également réduits à condition de courir de manière régulière et modérée sans excès. Alors il y a des gens qui utilisent la course minimaliste en rééducation fonctionnelle. J'ai vu ça notamment dans le livre des Québécois de la clinique du coureur. On refait marcher des gens qui s'étaient exposés les genoux à l'alpinisme ou des choses comme ça, mais avec vraiment d'énormes traumatismes. Et ils sont capables ensuite de remarcher. On les fait courir pour qu'ils puissent remarcher. Donc c'est assez paradoxal, parce que c'est une course qui ne va pas être sur les articulations, mais qui va être sur les muscles, les tendons, et qui permet en fait une grande adaptation. Contrôle du poids et composition corporelle. La course est un excellent moyen de maintenir un poids de forme. Elle brûle efficacement les calories, stabilise l'appétit et favorise un rapport équilibré entre la masse grasse et la masse maigre. Courir dans la nature renforce encore cet effet en offrant un environnement plus propice à la régulation du métabolisme. Amélioration de la fonction cognitive. La course n'est pas seulement bénéfique pour le corps, elle stimule également le cerveau. Elle améliore la mémoire, la concentration et protège contre des maladies dégénératives comme Alzheimer par exemple. Courir en nature favorise la neuroplasticité, renforçant encore les capacités cognitives à long terme. Renforcement du système immunitaire, c'est le 8. Les coureurs réguliers bénéficient d'un système immunitaire renforcé. L'activité physique en extérieur, combinée à l'exposition à la lumière naturelle, améliore la réponse immunitaire et favorise un microbiome diversifié et plus sain. Les études montrent que les coureurs ont 30% de moins d'infections respiratoires que les personnes sédentaires. 9. Meilleure posture et coordination. La course, alors notamment la course naturelle, où il y a vraiment un gros intérêt de porter au segment, à l'empilation des segments du corps, à l'alignement et tout. Donc ça favorise une meilleure posture, ça développe le gainage naturel, notamment avec au niveau des abdominaux, avec la liaison entre le tronc et les jambes. Cela permet non seulement de prévenir les blessures, mais aussi d'améliorer la coordination motrice. Vous avez la proprioception, surtout dans le cas de la course naturelle qui se fait avec des chaussures fines. La proprioception est beaucoup plus importante et est renforcée par rapport à ceux qui ont des chaussures en course classique très isolantes, qui filtrent trop les inégalités du sol. En course naturelle, vous avez le pied qui joue son rôle d'amortisseur, de stabilisateur tout autour de la cheville. Et la cheville travaille également énormément. 10. Sensation de liberté et ancrage dans le moment présent. Alors là, on arrive sur les aspects, entre guillemets, je voudrais dire un peu spirituel, carrément, oui, spirituel de la course. Alors là, je suis devant un ravin, un petit ravin, un ravinou. Donc, améliore en fait, alors cet ancrage dans le présent. La course en pleine nature
procure une sensation de liberté unique, de connexion avec son corps et l'instant présent. Alors je pense que là on va redescendre vers la plage. Oui, parce que là ça souffle vraiment pas mal. Alors je redescends en essayant de ne pas faire une vidéo de chute. Alors cette sensation de liberté, de connexion avec son corps et avec l'instant présent qui est renforcée, c'est une forme de méditation active qui va renforcer en même temps l'estime de soi. Courir sans musique ou objectif de performance, donc important pour moi, c'est-à-dire courir pour soi, en fait, refaire partie à nouveau de la nature, ne pas être coupé. Quand vous courez dans le milieu naturel, vous êtes une partie du milieu naturel. Vous n'êtes pas quelqu'un qui est en visite. Je sais pas, est-ce que vous imaginez, je sais pas, un lion qui va voir la nature? Non, le lion fait partie de la nature, on oublie nous aussi trop souvent qu'on en fait partie, hein, au même titre que les autres animaux. D'accord? On a d'autant plus, je pense, tendance à l'oublier qu'en fait, la technologie et la maîtrise de notre environnement nous coupent d'une certaine façon de cette même nature. Les autres animaux, c'est pareil, hein, ils essayent de maîtriser leur environnement, mais à des degrés plus ou moins réussis. Mais nous, on a vraiment poussé ce contrôle très loin, et on peut avoir tendance à ne pas se sentir comme faisant partie de la nature. À tort, à mon avis. Donc courir sans musique ou objectif de performance, c'est-à-dire en connexion avec l'extérieur, permet de se recentrer, d'apaiser l'esprit et de renforcer un bien-être durable. Alors j'ai posé quelques petites questions aux IA, hein. J'avais déjà un peu en partie les réponses, mais je voulais voir si je voulais avoir un réel fondement, hein, plutôt que de vous livrer des affirmations comme ça à brûle pour point. Alors mes différentes questions. Course minimaliste versus course classique, quelle différence? Alors course classique, chaussures amorties. Avantage, protection, on va dire du pied, des muscles du pied, des articulations grâce à l'amorti. Alors ça, je ne suis pas vraiment d'accord, parce qu'en fait, on peut avoir l'impression qu'on a une protection à court terme, mais en fait, l'impact remonte le corps quand même. L'impact remonte le corps et se propage. Hein, le corps, c'est un milieu en partie liquide, et puis vous avez des surfaces dures comme les os. Le corps, le choc de l'impact à chaque fois remonte tout le corps. Donc là, oui, on peut avoir l'impression sur du très court terme que votre pied est protégé, que votre corps est isolé des chocs. En fait, ce n'est pas le cas du tout, même au contraire. Si vous courez en fait avec une toute petite surface de gomme sous les pieds, sans protège au talon, rien du tout, là, vous êtes obligé d'amortir, vous êtes obligé de faire très attention parce que vous sentez tout de suite s'il y a impact. D'accord? Donc avec des chaussures, avec la course classique, ce n'est pas le cas. Donc eux, ils disent l'idéal pour les débutants et les coureurs lourds, oui et non. J'ai envie de dire non, hein, ils avaient passé un coureur pieds nus, un gros nounours américain d'un bon quintal, il avait passé sur un tapis roulant avec un accéléromètre sur le crâne. Et en fait, le prof de fac qui l'avait fait passer sur son tapis lui avait dit « Vous avez à la réception, vous avez l'impact d'un coureur de 50-60 kg. » Donc effectivement, ça va. Le fait d'être lourd, j'ai envie de dire, raison de plus encore pour avoir une course minimaliste qui va essayer d'amortir en fait, le poids du corps et l'impact. Inconvénient, cela peut entraîner une dépendance aux chaussures et limiter la sollicitation naturelle des muscles stabilisateurs du pied. Donc là, oui, je suis tout à fait d'accord. Course minimaliste, pieds nus, chaussures minimalistes. Avantage, renforcement des muscles du pied, amélioration de la posture et de la proprioception. Inconvénient, la transition peut être longue et risquée. Alors risquée, oui, si vous voulez aller trop vite. Il n'y a pas de souci, ça va être risqué, ça peut même être cassant, avec un risque de blessure si elle est mal gérée. Alors quand je dis la transition est longue, 1 an, 2 ans, il ne faut pas croire que vous n'allez pas pouvoir courir avant 1 an, 2 ans. 1 an, 2 ans, ça veut dire être entièrement à l'aise avec cette course-là et que ça vous permette de ne pas trop réfléchir aux distances que vous allez faire. Au bout de quelques mois, vous serez déjà capable de courir 5000 mètres plusieurs fois par semaine. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais c'est vraiment la montée doit être très progressive. C'est vraiment très progressif au début.
Le choix entre ces deux approches dépend des objectifs individuels et de la volonté de s'adapter aux exigences de chaque méthode. Alors, chaque méthode, oui et non, parce que la course classique, entre guillemets, avec le talon qui attaque en premier, c'est la course que 99% des gens pratiquent. Bon, tout le monde sait plus ou moins courir comme ça. Je dis plus ou moins parce que souvent, les bras s'entrecroisent, ça part dans tous les sens, les personnes sautillent. Bon, et puis ça nécessite vraiment des chaussures très chères. Les meilleures chaussures pour la course minimaliste, c'est pieds nus sur la plage. Là, vous êtes vraiment, c'est vraiment le top, quoi. Donc la course minimaliste présente des avantages à long terme pour la santé, mais nécessite une transition progressive. Entièrement d'accord. Performance des coureurs de fond. Alors ça, c'est intéressant pour les seniors. Le pic et le déclin. Les coureurs de fond atteignent. Vous entendez nos impôts qui partent en fumée là? Performance des coureurs de fond. Le pic et le déclin. Alors c'est intéressant pour les seniors parce qu'en fait, en coureur de fond, le maxi il est atteint vers 26-28 ans. Et par contre, le déclin va être extrêmement lent. C'est-à-dire qu'à l'âge de 40-60 ans, il peut encore y avoir des performances solides s'il y a eu un entraînement régulier, si la personne est en bonne santé, elle prend soin d'elle. On peut continuer avec ce type de course, et encore plus, je pense, avec la course minimaliste qui va préserver vos articulations. On peut continuer à être actif, à courir jusqu'à très tard. Il y a des extrêmes dans le livre La clinique du coureur, où il donne l'exemple de personnes de 90 ans qui continuent à courir. Bon, après voilà, ce sont des exemples extrêmes, c'est une statistique, c'est tout. Après, j'ai pas de mal à penser que en courant tout doucement, effectivement, l'effort énergétique est tellement faible que je pense que quand on peut marcher, on peut courir doucement en course minimaliste jusqu'à vraiment très tard. Et puis pour les coureurs de fond, il y a aussi l'expérience et la gestion des efforts qui peuvent permettre de courir de manière compétitive, notamment dans les courses de longue distance. C'est-à-dire là c'est le mental, mais pas simplement le mental se dépasser, c'est le mental aussi comment gérer une course, comment gérer les réactions de son corps. Sédentarité versus tabagisme, quel est le plus grand risque pour la santé? Alors j'avais demandé à ChatGPT, vaut-il mieux fumer et courir ou être sédentaire et ne pas fumer au niveau des risques santé? Il m'avait répondu, oui, question iconoclaste, il vaut mieux fumer et courir. Parce que la sédentarité, en fait, on va le voir, impacte beaucoup de domaines de l'organisme. Alors, le tabac va impacter certains domaines, par exemple très, très aigus, comme le risque de cancer du poumon, des choses comme ça, ou des problèmes respiratoires. Mais être sédentaire impacte vraiment tous les domaines de l'organisme. Alors, il m'a dit, la réponse est en moyenne oui, c'est-à-dire oui, ça serait mieux, plutôt oui, c'est plutôt mieux de courir et de fumer. Alors, il m'ajoute évidemment, mais l'idéal, c'est de courir et de ne pas fumer, bien sûr. Les études ont montré que la sédentarité est aussi, voire plus dangereuse que fumer. En effet, l'inactivité physique est responsable d'un nombre important de décès prématurés, au même titre que le tabagisme. Faire de l'exercice cardiovasculaire réduit le risque de maladies cardiovasculaires, de diabète et même de certains types de cancers. Conclusion, pourquoi courir est un médicament global? En somme, la course régulière n'est pas seulement bénéfique pour la performance physique, elle est essentielle pour une bonne santé globale. Que ce soit pour améliorer la santé cardiovasculaire, renforcer le système immunitaire ou simplement se sentir mieux dans sa peau, la course en pleine nature est l'un des meilleurs moyens de préserver et de prolonger sa vie. Alors n'oublions pas que l'activité physique régulière, par exemple courir, peut être aussi salvatrice que tout médicament, avec des effets synergiques entre mouvement, nature et bien-être mental. Là, c'est là où vraiment on rejoint les préoccupations de la notion de santé holistique avec toutes les composantes de la santé, c'est-à-dire le physique, mais le psychique, le spirituel aussi, et puis la connexion à la nature. Voilà, c'est tout pour cette série donc, sur la course minimaliste. Je pense que je retraiterai encore un peu le sujet où je l'aborderai à nouveau par la bande parce que je pense que c'est vraiment une des composantes fondamentales au niveau de la santé. Si vous avez aimé cette vidéo, commentez. Si vous ne l'avez pas aimé, commentez aussi. Si vous l'avez aimé, vous pouvez la partager, également vous abonner, liker.
Je vous retrouve, non pardon j'ai dit des bêtises, je vous retrouve pardon la semaine prochaine, donc oui pour la partie tutoriel. Hein, il faut savoir que je tourne cette deuxième vidéo en fait après la troisième, hein, pour des raisons de commodité technique et tout. J'ai d'abord tourné le tutoriel hier et là en fait je fais la partie théorie qui sera publiée en deuxième semaine. D'où ma confusion, mais comme je ne cache rien à mes abonnés, je joue franc jeu, donc voilà, donc c'est la deuxième vidéo. Vous aurez la semaine prochaine la troisième vidéo, un petit tutoriel d'une quinzaine de minutes. J'ai réussi à être bref pour une fois et qui complétera le livre de Frédéric Brigaud que je vous recommande vivement, un petit livre, le guide de la foulée avec pose de pied, pose avant-pied. Voilà, donc ça c'est un très bon petit livre où vous avez tout dedans. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.